Cap FM. الكلمة. Donc, Monsieur Demotte, pour rester dans le même contexte, je voulais vous poser une question pour une opinion personnelle. Donc, pensez-vous que la constitution tunisienne, dans ses premières formulations, justement, vous parliez de crainte par rapport aux libertés de la femme, par rapport à l'adoption de la charia. Donc, pensez-vous que cette formulation-là aurait marginalisé la Tunisie, aussi bien économiquement parlant que socialement par rapport au reste du monde? Tout à fait. Si on avait effectivement emprunté la voie d'une référence à la charia dans le texte, c'était d'abord une régression par rapport à la lecture du droit en Tunisie depuis des décennies. Ce pays porté par le progressiste Bourguiba à l'époque, qui donnait à la femme une position que même dans les pays d'Occident, qui se prétendent souvent égalitaires à ce sujet, une position qu'on pouvait lui envier à la Tunisie. Mais là, cette réinscription dans des textes légaux et singulièrement dans le prescrit constitutionnel d'une référence à la charia eût été tout à fait inapproprié. C'est le seul mot que je peux utiliser. On a écarté cela. Pour entrer un peu plus dans le détail par rapport à la Constitution, donc vous savez que cette Constitution-là a consolidé les droits, le rôle et la place de la femme tunisienne, qui a été l'une des plus grosses craintes, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la société. Donc cet acquis est vraiment unique dans le monde arabe, comme vous pouvez le voir, parce que on a vu l'évolution des révolutions en Libye, en Égypte. C'est pas du tout l'évolution, certes un peu progressive et pas à pas qu'on a vu en Tunisie, mais c'est un peu plus rapide que ce qui se passe. Donc, est-ce que vous pouvez me dire très rapidement ce que vous pensez de l'évolution en Égypte et en Libye? Alors, donc la Tunisie est un exemple qui ne part pas tout à fait de la même situation que l'Égypte et encore moins que la Libye. Donc nous sommes dans des mondes qui, même s'ils empruntent à la culture arabe et musulmane, ne sont pas les mêmes. Sous les mêmes vocables, on trouve des réalités distinctes, comme si d'ailleurs on se référait cette fois-ci au cas de la Turquie, que vous ne citez pas, mais qui évolue de manière très différente. Alors, quels sont les points de différence fondamentale? Le premier point, c'est que la situation en Libye, on a connu une véritable guerre civile. Moi, je me souviens encore, étant en Tunisie lors de cette guerre civile, des blessés amenés dans les hôpitaux, qui campaient à proximité dans les hôtels et qu'on côtoyait. Donc, ce qui était très dur en Tunisie, reconnaissons aussi que les tensions ont été vives, n'a pas été au point qu'on a connu dans la Libye, en ce compris d'ailleurs avec des interventions étrangères et de l'armement militaire lourd. Donc on n'est pas dans des départs de révolution identiques. Les mouvements sociaux ont des points communs. La façon dont les choses se passent est quand même assez distincte. Alors, sur le résultat en Égypte de ces processus révolutionnaires et en Libye, on ne peut pas avoir le même produit puisqu'on ne part pas du même point de départ. Et puis, souvenons-nous que cet été, lors de la destitution du président égyptien, là on passe par des procédures qui sont des procédures de choc frontal des pouvoirs. On lit également le rôle de l'armée, dont on peut faire une analyse aussi en Turquie, rôle de l'armée dans une moindre mesure dont on pourrait faire l'analyse en Tunisie, mais en reconnaissant qu'à chaque fois, les situations socio-économiques, culturelles, matérielles des pays ne permettent pas de faire une analogie. Il n'y a pas entre la Tunisie, le voisin libyen, l'un petit peu moins voisin turc ou égyptien, des points communs. Et ce qui se passe au Maroc est encore très différent. Donc, on ne peut pas avoir une grille de lecture unique et ça nécessite, je crois, un débat qui est un débat avec beaucoup de nuances, où à chaque fois, on va rechercher des points de singularité. Je vais vous dire ce qui me paraît être, à moi, la singularité majeure en Tunisie. C'est précisément le rôle du monde associatif. Le monde associatif est très puissant, très structuré, très ancien, et j'ajouterais à côté du monde associatif, c'est une culture de l'intellectualisme féminin. Ça, c'est deux points qui sont des points singuliers qui expliquent que le produit de la Constitution aujourd'hui reconnaît l'égalité homme-femme dans ces articles de la Constitution, reconnaît l'égalité des citoyens et des citoyennes, reconnaît la liberté de conscience, qui est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Et puis, quand vous entendez que les assemblées élues vont devoir être constituées de manière paritaire, alors
là, c'est quand même un pari, c'est une révolution. Je crois que je n'ai pas connaissance de la situation à l'échelle planétaire, mais c'est une des seules nations qui a fait un choix aussi radical et qui va d'ailleurs la placer devant une obligation de résultat. Ici, il va falloir faire en sorte qu'on n'élise pas des femmes exclusivement parce qu'elles sont femmes, mais aussi sur base de leurs idées politiques, de leurs engagements, de la connaissance. Et là, l'éducation populaire, l'éducation permanente va devoir jouer un rôle dans la mobilisation des femmes dans les temps qui viennent. Cap FM. الكلمة ليك.